Vous écoutez Europe 1, il est 8h11. Le match de la primaire acte 2, ça se passe toujours sur Europe 1. Nous sommes maintenant à 4 jours du second tour. Après Alain Juppé hier, c'est l'autre finaliste, François Fillon, arrivé nettement en tête dimanche dernier, qui est notre invité avec Jean-Pierre Elkabbach. Bonjour François Fillon. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour et bienvenue à François Fillon. Surnommé Mister Nobody quand il était Premier ministre de Nicolas Sarkozy, François Fillon semble être devenu Monsieur Tradi. Voilà, et l'état de grâce a duré d'ailleurs quelques heures à peine. Vous êtes devenu la cible de tous. TSF, tout sauf Fillon. Et vous êtes devenu le symbole de la droite. Catho, Tradi, réac, sectaire. Est-ce que c'est ça, François Fillon ? Bien sûr que non, mais de qui on parle ? On parle d'un petit microcosme, toujours le même, qui pense qu'il a la vérité sur tous les sujets et qui croit parler au nom du peuple français. Ah non, c'est votre compétiteur qui le dit oui, aussi. Oui, il en fait partie. Donc, le peuple français, il s'est exprimé massivement dimanche dernier et je ne pense pas qu'il y ait 44% de ceux qui ont voté qui se reconnaissent dans l'image que vous venez de faire. Quand on dit catho, Tradi, réac ? Catholique, oui. Tradi certainement pas, réac certainement pas, conservateur certainement pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que je veux tout changer, donc c'est le contraire de la définition d'un conservateur. Et vous insistez sur les racines et les valeurs chrétiennes, la France chrétienne et les autres ? Oui, j'ai des valeurs et je m'excuse pas d'avoir des valeurs. Je crois à la famille, je crois à l'autorité de l'État, je crois au travail. Ce sont des valeurs qui font rire à l'intérieur du périphérique, mais qui, dans le cœur des Français, sont au contraire des valeurs profondément ancrées. Alors Alain Juppé vient de reparler de l'IVG chez nos confrères d'RTL. Je ne pense pas que ce soit un problème bas, c'est un problème grave. Il y a un deuxième tour, nous avons des divergences, je vais les mettre en lumière. François Fillon, vous avez évidemment parfaitement le droit d'avoir une conviction intime sur l'avortement, mais à partir du moment où vous la mettez sur la place publique, dans un livre, puis lors d'un meeting, vous en faites un sujet de débat, vous le savez bien, c'est que les choses ne sont pas si claires pour vous. Qu'est-ce que je dis dans mon livre ? Vous avez fait une première déclaration dans mon livre, en je expliquant dis, que c'était un droit fondamental et vous redites derrière... Dans mon livre, je dis que l'IVG est un droit pour les femmes et que jamais personne ne reviendra dessus. Vous dites que c'est un droit fondamental et en meeting au mois de juin, vous êtes revenu sur ce terme de droit fondamental. Il y a un débat juridique qui d'ailleurs n'a aucun intérêt au fond sur la question de fondamental. C'est pas un droit qui est dans la Constitution, etc. Et il faut évidemment pas s'engager sur ce sujet. Il y a une seule chose qui est claire. Ça fait 30 ans que je suis parlementaire. Je n'ai jamais remis en cause l'IVG. J'ai au contraire même voté tous les textes qui permettaient d'en améliorer l'accès pour les femmes, y compris le dernier qui a été proposé par un gouvernement de gauche. Donc oui, Alain Juppé, quand il se livre à cette attaque, se livre à une attaque basse. Il ne faut pas qu'il fasse croire aux Français qu'il veut des clarifications. S'il le dit, c'est évidemment pour essayer de faire planer un doute, et je trouve que c'est inqualifiable. Mais est-ce qu'il y a deux Fillons ? Un Fillon de Paris et un Fillon de la Sarthe ? Parce que vous dites qu'il y a les convictions personnelles. Si vous êtes élu président de la République, on ne sait jamais, est-ce que vous pourrez encore dissocier cette fonction suprême de vos convictions personnelles ? Bien sûr, je l'ai toujours fait. J'ai été Premier ministre pendant 5 ans, j'ai été au gouvernement pendant près de 10 ans. Pour moi, la France est un pays laïque, c'est un pays qui a justement réussi un compromis laïque, qui est d'ailleurs remis en cause aujourd'hui par les intégristes musulmans, et je défendrai toujours cette laïcité. Oui. Mais ça ne vous empêche pas, tous les deux d'ailleurs, Alain Juppé et vous, d'en appeler au pape. François, qui est un pape social et progressiste. C'est une boutade, mais j'ai entendu Alain Juppé se réclamer du pape alors qu'il défend manifestement des positions qui sont assez éloignées des siennes. Mais il ne faut pas mettre le pape... On va laisser le pape en dehors de la campagne. Politique. Contrairement à Alain Juppé, vous voulez réécrire la loi Taubira et interdire, en l'occurrence, l'adoption plénière par les couples homosexuels, François Fillon. On va prendre un cas concret, si vous voulez bien. Un couple homosexuel qui est en procédure en ce moment d'adoption plénière. Si vous êtes élu, que deviennent-ils ? On arrête tout, on brise cette famille ? L'adoption plénière sera une adoption simple. Voilà. Pourquoi ? Quel est le sujet ? Il s'agit Donc il y a pas les familles d'interdire. comme il faut et les autres ? C'est pas du tout ça le sujet. Il ne s'agit pas d'interdire l'adoption à qui que ce soit. Il s'agit de donner aux enfants le droit de connaître leur filiation. Voilà. On a toujours une filiation. Il y a toujours un homme et une femme qui sont à l'origine d'un enfant, qui lui ont transmis des gènes, qui lui ont transmis ce qu'ils sont eux-mêmes. Et d'ailleurs, dans la plupart des pays européens, c'est un droit pour les enfants de connaître leur filiation. Il n'y a qu'en France, pratiquement dans les grands pays modernes, que ce droit n'est pas possible, notamment à travers la question de l'accouchement sous X, etc. Bon, et bien moi je veux qu'on mette ce droit dans la législation française. Et évidemment, ça a des conséquences. Ça conduira à l'adoption simple. L'adoption simple ne change rien au sujet. Simplement, on ne substitue pas une adoption
fictive à l'adoption réelle. Voilà. Ça pose des questions sur votre réelle. rapport à la famille et sur votre vision de l'égalité homme-femme. Nathalie Kosciusko-Morizet a dit hier qu'en 2009, vous lui auriez dit « Tu ne seras pas ministre car tu es enceinte ». Si vous l'avez écouté, elle a démenti cette explication. Non, elle a dit que vous étiez excusé non, je l'ai réécouté parce que comme j'ai lu les commentaires, j'ai naturellement été vérifié. C'est un journaliste qui lui dit ça et elle lui a expliqué la situation. D'abord, elle était ministre, elle était secrétaire d'État, je vous rappelle, à l'époque. Nathalie Kosciusko-Morizet voulait absolument devenir ministre un mois après avoir été nommée secrétaire d'État. Je lui ai dit qu'elle ne serait pas ministre, qu'elle resterait secrétaire d'État. J'ai eu une formule maladroite à propos de sa grossesse et je l'ai rappelé immédiatement pour s'en excuser. Et hier sur France Inter, pour m'en excuser, et hier sur France Inter, elle a reconnu que ça faisait partie de mes qualités d'être capable de m'excuser d'une mauvaise plaisanterie. Des maires républicains, jupéistes et fillonistes en ce moment interdisent une campagne de prévention contre le sida. Ces élus jugent les affiches immorales car elles montrent des couples homosexuels, hétérosexuels, etc. Est-ce que vous désavouez, vous, cette censure ? Non. Enfin, je ne désavoue pas la campagne. Je considère que je suis pas sûr qu'elle soit d'une extrême habileté. Je comprends qu'il y a des mères et des familles qui puissent être choquées. Pour ma part, ce qui compte, c'est la lutte contre le sida. Je note d'ailleurs au passage que le maire dont on parle, en l'occurrence, est un soutien d'Alain Juppé. Bon, il y en a plusieurs. Il y a Bruno Meschiza qui vous soutient, il y a le maire d'Angers qui est effectivement jupéiste, le maire de Chaville qui vous soutient, etc. À Compiègne, Marigny qui vous soutient. Quand vous dénoncez, François Fillon, le totalitarisme islamique, ça marche et ça touche. Mais à l'égard de l'islam dans une république laïque, vous êtes moins tolérant qu'Alain Juppé, vous savez, qui vous accuse de mettre de l'huile sur le feu. Alors ça, c'est une vraie différence profonde entre lui et moi, c'est que je pense que il y a un mouvement aujourd'hui de montée de l'intégrisme au sein de la communauté musulmane, c'est-à-dire que les intégristes sont en train de prendre en otage la communauté musulmane. Il faut combattre cet intégrisme. Et il faut le combattre, comme d'ailleurs dans le passé, je rappelle, on a combattu une forme d'intégrisme catholique, ou comme on a combattu la volonté des Juifs de vivre dans une communauté qui ne respectait pas toutes les règles de la République française. Alors, donc aucune tolérance à l'égard des intolérants. Aucune tolérance à l'égard des intolérants. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut donner aux musulmans français toutes les armes et tous les moyens pour qu'ils rejettent eux-mêmes les intégristes. Au fond, c'est d'abord les musulmans français qui doivent mener le combat contre l'intégrisme au sein de leur communauté. Il faut les aider à y arriver. Il faut les aider, il faut contrôler le culte musulman sur le plan administratif, interdire les financements étrangers qui sont une des sources de cet intégrisme, et il faut interdire les mouvements qui se réclament des salafistes et des frères musulmans. J'ajoute les frères musulmans, parce que les frères musulmans ont une doctrine qui est contre les valeurs de la République. Encore un mot, François Fillon, sur ces sujets. Vous avez le soutien des militants activistes de Sens commun. Qu'est-ce que ça veut dire, activiste? Ça veut dire des militants qui défendent leurs convictions. Ils défendent et ils influencent toute la droite, puisqu'on nous dit qu'Alain Juppé les a rencontrés. Oui, Alain Juppé les a rencontrés juste avant le premier tour. Je dis ça a de l'influence sur toute la droite. Est-ce que si vous arrivez, je ne sais où, vous en serez l'otage? Et pourquoi voulez-vous que j'en sois l'otage? J'ai un programme qui n'a pas varié depuis que je l'ai mis sur la table, c'est-à-dire depuis près de 2 ans. Sens commun a choisi de me soutenir quelques semaines avant le premier tour de la primaire, sans que je change quoi que ce soit à mon programme. Et mon programme, il ne changera pas après le 2e tour de la primaire si je la gagne, et il ne changera pas après le premier tour de l'élection présidentielle si j'y suis présent. Vous ne pouvez pas négocier avec quelqu'un à partir de lundi, votre programme ne bouge pas. Pour une raison très simple, c'est que je pense qu'il faut redresser notre pays. Et que pour redresser notre pays, il faut un programme radical et un programme cohérent. Si on commence à négocier ce programme avec les uns ou avec les autres, on fait de la politique politicienne et on ne répond pas aux attentes des Français. François Fillon, je suis sûr que vous avez vu ce matin la une du Canard enchaîné. Fillon, moi je vais nettoyer la France au Thatcher, évidemment, allusion au Karcher de Nicolas Sarkozy. Cette sorte d'héritage thatcherien, vous le revendiquez. Sauf que Margaret Thatcher, elle a tué l'industrie britannique. Elle a mis des millions de personnes dans les rues. Là, franchement, c'est n'importe quoi ce que vous dites. Elle a renforcé les inégalités. C'est à mourir de rire. Et elle a fait exploser le chômage. Monsieur Soto, c'est à mourir de rire. Madame Thatcher est celle qui, au contraire, a fait redémarrer l'industrie britannique. Taux de chômage à son arrivée, 5,5%, 11,6% en 86. Entendre des choses pareilles dans une radio sérieuse comme Europe 1, franchement, ça me met en colère. Mais c'est de la provocation, vous savez. Écoutez-moi, quand Madame Thatcher est arrivée... Les revenus des Britanniques les plus pauvres, les plus fragiles ont baissé de 79 à 90. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été élue 3 fois, qu'elle a fait 3 mandats successifs. C'était une femme extrêmement impopulaire, comme chacun sait. Quand elle est arrivée, la Grande-Bretagne était par terre.
On travaillait pas, c'est un pays que je connais bien, j'ai épousé une Britannique et j'y allais beaucoup. On travaillait pas, les syndicats étaient tout puissants et l'industrie britannique s'en allait par pan entier. C'était à ce moment-là. Madame Thatcher a inversé la tendance. Elle a remis l'Angleterre au travail, elle a remis les syndicats à leur place, c'est-à-dire pour défendre les intérêts des salariés. Et au final, il y avait plus de chômage après qu'avant et les pauvres étaient plus pauvres après qu'avant. Pas du tout. Mais si. Et aujourd'hui, les gouvernements britanniques profitent du travail qui a été fait par Madame Thatcher. Franchement, entendre des trucs pareils, ça laisse rêveur sur le sérieux d'un certain nombre d'analyses. Fillon Thatcher, c'est pas une injure, c'est un compliment pour vous. Mais moi, j'aime bien qu'on me compare à Madame Thatcher, à Monsieur Churchill, à Monsieur Schroeder, même à Monsieur Renzi qui fait des réformes en Italie, plutôt qu'à Monsieur Hollande qui a mis le pays par terre, qui n'a rien fait. Dans le programme économique, vous supprimez l'ISF, vous favorisez la fiscalité de certaines familles, de préférence aisées, et par ailleurs, vous augmentez la TVA, dit Alain Juppé, de 16 milliards, alors que lui de 6 milliards et quelques. Est-ce que ce n'est pas une manière d'augmenter en France la pauvreté et les inégalités ? C'est exactement le contraire. Pourquoi est-ce que j'augmente la TVA ? Pour baisser les charges salariales, c'est-à-dire pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Aujourd'hui, un Français qui travaille, un salarié, et en particulier les salariés modestes, ils ont un pouvoir d'achat qui est faible parce qu'ils paient beaucoup de charges. Je veux baisser ces charges, je veux que les Français aient plus de pouvoir d'achat, je veux améliorer la politique familiale. Donc ce que je reprends avec la TVA, je le redonne en pouvoir d'achat aux Français. J'ajoute que ça s'appelle la TVA sociale. C'est ce que nous avions fait quand Alain Juppé était dans mon gouvernement, sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, en 2011. Je vous rappelle, nous l'avions fait voter. Juste avant de partir. Nous l'avions fait voter. Et j'ai pas le souvenir qu'à l'époque, il avait des critiques à formuler sur ce sujet. Mais c'est ce qu'ont fait les Allemands, c'est ce qu'ont fait les Anglais, c'est ce qu'ont fait les pays qui ont voulu baisser le coût du travail, tout en assurant la protection sociale. Au fond, il y a une idée derrière ça, c'est que la protection sociale ne devrait plus à terme être financée par le travail, mais financée par la consommation. Vous voulez supprimer 500 000 postes de fonctionnaires sur 5 ans, ça veut dire pas une embauche de plus de policiers ou de gendarmes. Est-ce que c'est bien ? Décidément, les caricatures, c'est vraiment une habitude. Excusez-moi, je lis votre programme. Mais oui, mais il y a 5,5 millions de fonctionnaires. Oui. 5,5 millions. Combien il y avait de fonctionnaires en 2000, à votre avis ? Il y en avait 5 millions. Combien il y avait de fonctionnaires quand Alain Juppé était Premier ministre ? Il y en avait 4,5 millions. Voilà, il y a 1 million de fonctionnaires de plus depuis 1995. Je propose de réduire cet effectif de 8%. C'est-à-dire de Est-ce que vous permettez que je vous pose une question, François ? C'est-à-dire 100 000 par an. C'est-à-dire de 1,6% par an. Est-ce que vous permettez que je vous pose une question ? Ça permet bien entendu de continuer à recruter des policiers si c'est nécessaire, mais ça conduit à supprimer des services, à réduire le périmètre de l'État, à obliger les collectivités locales qui ont recruté 1 million de fonctionnaires depuis 25 ans. Pour ça, il faudra changer la Constitution. Parce que l'État aujourd'hui n'a pas le droit d'imposer aux collectivités. Pas du tout, parce qu'il y a une autre façon de le faire qui consiste à donner moins d'argent. Allier les subventions. Si les collectivités locales ont moins d'argent, elles devront réduire les effectifs. On peut pas les continuer. Étrangler. Mais les étrangler, pourquoi ? Enfin, est-ce que vous trouvez normal qu'on continue à payer en empruntant de l'argent sur les marchés financiers les salaires des fonctionnaires ? Ça ne vous pose aucun problème de savoir que vos enfants vont payer la facture des salaires des fonctionnaires de cette année ? On est dans un pays qui va tout droit vers la faillite. Il y a tellement de questions à vous poser. La presse russe se réjouit de la promesse de résultats. On verra dimanche et après. Pour Alain Juppé, on doit évidemment parler avec Vladimir Poutine, comme vous voulez, mais pas se comporter, dit-il, avec Poutine comme un béni oui-oui. Encore une flèche. Béni oui-oui, Fillon. J'ai travaillé avec Vladimir Poutine quand j'étais Premier ministre. J'ai obtenu beaucoup d'accords qui ont été extrêmement favorables à la France parce que je me suis toujours battu avec lui. C'est un interlocuteur extrêmement difficile, mais c'est un interlocuteur qui respecte aussi... c'est un ami, quoi. Non, c'est pas un ami, c'est un interlocuteur qui respecte ceux qui sont capables de tenir leurs engagements. Voilà. Qu'est-ce que je dis ? Moi, je dis que la question de Poutine n'a aucun intérêt, quel que soit le dirigeant russe. C'est le plus grand pays du monde en surface. Il a une culture profondément européenne. Il a des richesses naturelles très importantes. Et il est dangereux parce qu'il est bourré d'armes nucléaires et qu'il n'a jamais connu la démocratie. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on essaye de stabiliser la Russie et de l'ancrer en Europe ? Ou est-ce qu'on s'en fiche de l'isoler, de la provoquer et mieux encore de la pousser vers l'Asie, qui est notre véritable problème ? Parce que les menaces pour l'Europe à moyen et long terme, c'est pas la Russie. La Russie est en rien une menace économique, une menace financière. La menace, c'est quoi ? C'est la Chine. Donc Barack Obama s'est trompé pendant tous ses mandats.
Non, parce que Barack Obama a commencé par, souvenez-vous, la stratégie du reset qui consistait à renouer une relation avec la Russie. Puis après, ce qui s'est passé, les choses se sont détériorées, on en a refait un adversaire, et on en a refait un adversaire qui est un adversaire virtuel, parce que je suis convaincu que la Russie n'est pas foncièrement un adversaire de l'Europe. François Fillon, vous entendez vos adversaires qui disent, vous qui avez l'image d'un homme qui n'a jamais su résister à Nicolas Sarkozy, vous ne serez pas capable de dire non à Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Qu'est-ce que vous en savez que j'ai jamais su résister à Nicolas Sarkozy ? C'est ce que disent vos adversaires, encore une fois. Oui, mais c'est mes adversaires, voilà, donc il ne faut pas écouter mes adversaires. Vous l'avez dit vous-même, parce que vous avez dit, je n'ai pas toujours mené la politique que je voulais mener quand j'étais à Matignon. Parce que quand on est Premier ministre, on mène la politique du Président de la République. C'est le Président de la République qui est élu au suffrage universel, c'est pas le Premier ministre. Là, vous avez été souvent un numéro 2. Là, vous allez peut-être devenir un numéro 1. Il y a quoi, un vertige devant l'inconnu ? D'abord, je pense que diriger le gouvernement et être le chef de la majorité, c'est d'une certaine façon être un numéro 1. Ensuite, à ma connaissance, Alain Juppé n'a jamais été un numéro 1 non plus. Il a été très longtemps le collaborateur de Jacques Chirac. Voilà, c'est le lot de tous les responsables politiques. La bataille de numéro 2. De passer par les étapes. On ne devient pas numéro 1 en naissant. Si vous êtes élu, François Fillon, à qui réserverez-vous votre premier déplacement international ? À l'Allemagne, comme Alain Juppé le disait hier, ou à Vladimir Poutine, ou ailleurs ? Je pense que c'est évidemment à l'Allemagne, parce que la question fondamentale aujourd'hui, c'est comment faire redémarrer l'Europe. Comment redonner à l'Europe un avenir et redonner à l'Europe un espoir. On retient ça, on retient que vous n'irez pas à Damas voir Bachar el-Assad en lui disant malgré tout tu vas rester au pouvoir, ou vous allez rester au pouvoir. Je ne tutoie pas Bachar el-Assad, ni Vladimir Poutine d'ailleurs. Bachar el-Assad est un dictateur qui a du sang sur les mains et qui, à mon sens, n'a pas d'avenir en Syrie à long terme. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on cesse la guerre en Syrie, qu'on arrête les massacres, qu'on trouve une solution. Et pour trouver une solution, il faut faire avec les gens qui sont sur le terrain et pas avec ceux... Bien sûr, il faut, avec son régime, bien sûr. François Fillon, Alain Juppé a dit hier, il a encore répété tout à l'heure, il constate que vous recevez des soutiens d'extrême droite en force. Est-ce que vous le confirmez ? Je reçois surtout des soutiens du centre en ce moment. Voilà, il y a toute une partie du centre qui a choisi de me soutenir, M. Sauvadet, M. Morin, M. Zocchetto. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de cette attaque ? C'est encore une attaque inutile, politicienne, qui n'a pas de sens. Mais il vous a prévenu, dès le dimanche soir, il a dit « je continuerai le combat ». Donc qui combat ? Moi, je présente mon programme aux Français et je ne tombe pas dans ces attaques qui ne sont pas dignes ni de l'enjeu de cette primaire, ni des deux candidats qui sont en présence. Est-ce que vous pensez que vous réussirez l'un et l'autre, à rassembler la droite dimanche soir après le second tour, compte tenu de la violence des attaques ? Il suffisait de venir hier à la Maison de la Chimie où j'ai rassemblé tous ceux qui maintenant me soutiennent, c'est-à-dire ceux qui soutenaient Nicolas Sarkozy, qui soutenaient Bruno Le Maire, qui étaient tous là dans une atmosphère qui était extrêmement chaleureuse. Et beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, étaient hier soir au meeting de Lyon. Bien sûr, ça se fera très bien. François Bayrou, par exemple, il est dedans ou dehors avec vous ? François Bayrou, pour l'instant... Il est dans la majorité ? Pour l'instant, je ne sais pas. J'ai toujours eu des bonnes relations avec François Bayrou. On se parle de façon très régulière. Mais si vous gagnez, est-ce que la semaine prochaine, vous discutez avec lui, vous le ramenez vers vous, ou vous savez qu'il brûle d'envie d'être un candidat hors primaire ? Je discute avec tous ceux qui nous permettront de mettre un terme au quinquennat de François Hollande, de mettre l'alternance en marche et surtout de changer le pays. François Fillon, si c'est vous... en 2017, pour convaincre et pour vaincre Marine Le Pen, pour la battre Marine Le Pen, et pour rassembler, qu'est-ce que vous direz aux socialistes et à la gauche ? Je dirais aux socialistes qu'il faut qu'ils choisissent entre le programme que je propose, qui est un programme profondément républicain, qui est un programme de redressement, qui est un programme qui n'est pas facile à mettre en œuvre, j'en suis parfaitement conscient, mais qui est à mon avis le seul qui peut nous permettre de réussir, et puis celui de Marine Le Pen, et chacun fera son choix en son âme et conscience. Alors, il y a beaucoup de mouvements évidemment depuis dimanche, une majorité vous soutiennent parmi les anciens candidats, et puis il y a une personne dont on parle plus, c'est Valérie Pécresse, elle était promise pour Matignon en cas de victoire d'Alain Juppé, c'est une ancienne de vos fidèles, si vous gagnez, elle sera tricarde ou elle pourrait aussi être la première ministre de François Fillon ? Personne ne sera tricard. Je veux dire, tous les talents sont les bienvenus pour redresser le pays, à condition d'adhérer au projet que je propose. Et Xavier Bertrand, on a appris qu'il avait voté pour vous dimanche dernier. Bien sûr, on s'est beaucoup parlé ces dernières semaines et je pense qu'on a beaucoup de choses en commun, même si on a des divergences sur un certain nombre de sujets. Mais Xavier Bertrand fait partie des talents de la majorité. Il a un profil de Premier ministre ?
Il y a beaucoup de profils de Premier ministre. Voilà. Mais justement, ce qui est amusant, c'est qu'on pense tous les deux, Thomas et moi, au livre que vous avez écrit un jour. Vous savez, moi, je pense vous en avez parlé ici. Oui. Qui pourrait, vous disiez qu'on pourrait se passer de Premier ministre. Président de la République, vous vous passeriez d'un Premier ministre? Non. Si vous avez bien lu, je disais qu'on pourrait se passer de Premier ministre à condition de transformer notre régime en un régime présidentiel. Un régime présidentiel, c'est un régime où le président gouverne directement avec son gouvernement, mais où il ne peut pas dissoudre l'Assemblée, où il n'a pas autant de pouvoir qu'aujourd'hui. Vous ne proposez pas cette réforme de la Constitution, donc vous aurez un Premier ministre... qu'aujourd'hui, on a d'autres chats à fouetter que de réformer la Constitution. Vous aurez un Premier ministre collaborateur. Mais surtout, je ne suis pas dans cette affaire, moi, pour l'instant. Je ne pense pas au Premier ministre, je ne pense pas au gouvernement. Je pense à gagner le deuxième tour de la primaire. Et je pense que tous ceux qui, justement, ont pensé trop tôt qu'ils avaient gagné et ont déjà commencé à composer leurs équipes, sont évidemment aujourd'hui très déçus. Ici, à la place que vous avez... Alain Juppé nous a dit que c'est lui qui était le mieux placé pour battre Marine Le Pen un jour. Moi, je pense le contraire, parce que je pense que pour battre Marine Le Pen, il faut que la droite soit rassemblée, il faut affirmer les valeurs qui sont les nôtres, et surtout, il faut être efficace. Et la question fondamentale, c'est est-ce qu'on peut, en 5 ans, faire vraiment baisser le chômage ? Est-ce qu'on peut, en 5 ans, faire en sorte que le pouvoir d'achat des Français cesse de diminuer et que la protection sociale soit assurée? Ça, c'est des questions qui sont les questions essentielles que les Français se posent. Mais la question est classique, voilà. Vous ne l'avez pas fait quand vous étiez Premier ministre. D'abord parce que je n'étais pas président de la République, ensuite parce que je n'avais pas mandat pour le faire, parce que nous avions un mandat démocratique, celui de 2007, qui n'était pas celui que je propose aujourd'hui aux Français. François Fillon, on parlait de Marine Le Pen. Tout à l'heure, c'est Florian Philippot qui était dans ce studio, le vice-président du Front National, et il veut attirer votre attention sur les entreprises françaises de menuiserie en aluminium qui s'indignent parce qu'elles ont été évincées, disent-elles, de la réalisation des façades vitrées de la tour Saint-Gobain à la Défense. Le groupe Vinci leur a préféré, disent-ils, un sous-traitant turc au prix anormalement bas. Est-ce que ça, avec le président Fillon, ça pourrait encore arriver, ou est-ce qu'il y aurait une forme de protectionnisme? Est-ce que le président fort empêcherait ce genre de choses? Le protectionnisme a toujours conduit dans l'histoire de nos civilisations à des catastrophes. Donc je ne suis pas du tout protectionniste. Mais en même temps, je veux que les règles du jeu soient des règles claires. Et je propose en particulier qu'on mette un terme à la politique des détachements qui existe aujourd'hui et qui fait des travailleurs détachés, qui a fait des ravages, pas seulement en France d'ailleurs, qui fait des ravages dans beaucoup d'autres pays européens, et qu'on fasse payer des charges sociales à Mais là, c'est pas le sujet. Est-ce que vous souhaiterez et vous ferez ferez empêcher des éléments dont on dispose et que je vous ai livrés, que des Turcs à très bas prix nuisent à des entreprises françaises de menuiserie d'aluminium sur un gros chantier comme celui-là? On ne peut pas le faire à très bas prix si on supprime la politique du détachement. Parce que si, pour prendre ces marchés, ces entreprises sont obligées de payer les mêmes charges sociales que les Français, les prix vont être rééquilibrés. Il y a les Turcs, mais les Chinois, mais ça c'est une autre position. Deux choses. Vous vous engagez pour 1 ou 2 mandats, vous? Je m'engage pour un mandat. Voilà. Je un m'engage seul, pour vous un aussi. mandat. Oui. Dernière remarque de ma part. Lundi, si vous gagnez les primaires, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, je vous dirai ça lundi. Non, voilà. Vous n'avez pas. Mais je ne joue pas. Votre vie s'arrête dimanche soir. Non, et elle recommence lundi autrement. Je n'ai jamais eu la grosse tête, Jean-Pierre Elkabbach, et je ne l'aurai pas plus demain. C'est-à-dire que je sais qu'une élection n'est jamais jouée tant que le dernier bulletin n'est pas dépouillé. Et donc je ne crois absolument pas à tous ceux qui m'encensent aujourd'hui et qui, il y a un mois, expliquaient que j'étais mort. Vous n'êtes pas dupe. Ça, c'est si vous gagnez. Et si vous perdez, François Fillon? Si je perds, qu'est-ce que je vous ai toujours dit ce que je faisais? Si je perds, je vais faire autre chose. Voilà. Autre chose que de la politique. Donc ça veut dire que vous pensez que vous pourriez perdre. Je ne suis candidat à aucun mandat, à aucun autre mandat. Mais je pense que c'est les Français qui ont la décision entre les mains. C'est ni vous ni moi. Merci François Fillon d'être venu ce matin sur Europe 1. Et puis on vous donne rendez-vous lundi matin, si vous le souhaitez, ici en direct sur Europe 1. Vous serez le bienvenu. N'est-ce pas? Merci beaucoup Jean-Pierre.